Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler d'ions et de molécules. Nous sommes toujours en chimie dans le chapitre numéro 6 qui s'appelle la stabilité des espèces chimiques. Et après avoir vu comment déterminer la structure électronique d'un atome, eh bien on va voir maintenant quelles sont la règle de stabilité et les conséquences qui sont issues de ces règles. Alors parlons tout d'abord de cette règle de stabilité qui peut se résumer de la façon suivante. C'est qu'une espèce va être stable si sa structure électronique et donc comporte une couche de valence qui est totalement complète. Donc on peut utiliser le nom de règle du duet ou de règle de l'octet en fonction de si l'on parle de la première couche ou de la deuxième et troisième couche électronique. Mais d'une manière générale, si un élément a une structure électronique avec une couche de valence, la dernière couche, entièrement remplie, alors cet élément est stable. Voyons tout de suite un exemple avec l'atome d'hélium. Cet atome d'hélium, il a un numéro atomique Z égale 2, ce qui signifie qu'il a 2 protons et comme un atome est électriquement neutre, il a forcément aussi 2 électrons. On a vu dans la vidéo précédente que sa structure électronique peut s'écrire 1s2. Il y a donc 2 électrons sur la sous-couche S de la première période, de la première couche électronique. On voit quoi? Cette sous-couche S peut comporter au maximum 2 électrons, c'est-à-dire le maximum que peut comporter la couche numéro 1 aussi. À ce moment-là, forcément, l'hélium est dit stable. Tout simplement parce que sa structure électronique présente la couche de valence comme étant entièrement complète. Voyons un deuxième exemple avec l'atome d'oxygène. Numéro atomique 8, 8 protons, électriquement neutre, donc l'atome en a 8 électrons. Et si on écrit sa structure électronique, on a 1s2, 2s2, 2p4. La couche de valence est la deuxième couche. Dans cette couche de valence, il y a la sous-couche S qui est remplie, la sous-couche P qui n'est pas entièrement remplie puisqu'il y a 4 électrons alors qu'elle peut en comporter 6. La couche de valence numéro 2 n'est donc pas entièrement remplie, ce qui fait que cet atome est instable. Voilà l'exemple de 2 atomes qui, pour l'un est stable, l'autre est instable. Rappelons-nous la classification périodique des éléments. Dans cette classification périodique, une des familles importantes est celle dite des gaz nobles. Pourquoi on l'a appelé les gaz nobles? Parce que justement, ce sont des éléments qui ne réagissent avec rien. Ils sont totalement inertes. Pourquoi? Parce que tous les éléments de cette famille-là sont stables. Ils sont stables pourquoi? Ils font partie de la dernière colonne du tableau et ont donc leur couche de valence toujours entièrement remplie. Si je prends le cas de l'hélium, il a bien ces 2 électrons sur sa première couche, il a donc la couche remplie. Si je prends celui qui est juste en dessous, c'est-à-dire le néon, qui a donc un numéro atomique de 10, et c'est-à-dire 8 électrons sur sa couche numéro 2, sur sa couche de valence, elle est entièrement remplie et donc il est stable. C'est ça qui explique la stabilité de tous les éléments qui composent la famille des gaz nobles. Regardons maintenant la conséquence sur la formation des ions. Alors la formation des ions monoatomiques, sous-entendu, va découler directement de la structure électronique. C'est-à-dire qu'un atome va, s'il est instable, va perdre ou gagner des électrons pour adopter une structure électronique qui va devenir stable. À ce moment-là, il va chercher à avoir la structure électronique la plus stable et donc il va chercher, si on regarde dans la classification périodique, à se rapprocher du gaz noble le plus proche. Alors comment est-ce que cela va se passer? Prenons tout de suite un exemple, toujours avec l'atome d'oxygène, Z égale 8, 8 protons donc 8 électrons, qui a une structure électronique 1s2, 2s2, 2p4, et on vient de le voir, il est instable. Il est instable pourquoi? Parce que sa dernière couche de valence, la couche numéro 2, possède une sous-couche, la P, qui comporte 4 électrons au lieu de 6. L'objectif de l'oxygène va être de récupérer 2 électrons et en faisant ça, en récupérant ces 2 électrons, il va avoir une structure électronique qui va donc être 1s2, 2s2, 2p6 et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation stable. Et on a formé ainsi l'ion oxyde O2-. Cela correspond bien au fait que l'oxygène va récupérer 2 électrons pour former l'ion O2-, mais pourquoi? Pour pouvoir avoir une structure électronique stable. Alors là, on a vu l'exemple pour pouvoir gagner des électrons, mais on peut aussi voir l'exemple opposé. Et si je prends l'atome de lithium Z égale 3, avec donc un numéro atomique de 3, 3 protons, 3 électrons puisqu'il est électriquement neutre, qui a une structure électronique 1s2, 2s1, eh bien il est instable. Il est instable pourquoi? Parce que sa couche numéro 2 n'est pas totalement remplie.
il a le choix. Il peut éventuellement essayer de remplir la sous-couche 2s et puis de remplir entièrement la sous-couche 2p pour ainsi gagner 7 électrons, ou alors il pourrait tout simplement perdre un électron. En perdant un électron, il se retrouve dans cette structure électronique, c'est-à-dire la structure électronique 1s2. Il a perdu celui qui était sur la sous-couche 2s1. Et à ce moment-là, il se retrouve dans une situation stable. En perdant un électron, il a formé l'ion Li+. Voilà comment d'un côté on peut voir que le fait de gagner des électrons permet d'être plus stable et comment le fait de perdre des électrons permet d'être plus stable. Si jamais on a des ions positifs et des ions négatifs, c'est-à-dire les cations et les anions qui vont s'assembler ensemble pour former une liaison, on appellera cela une liaison ionique. Regardons comment on peut voir ça simplement dans la classification périodique des éléments. On voit ici tout à droite du tableau l'oxygène qui est encadré. Cet oxygène est à l'avant-dernière colonne par rapport au gaz noble. Si on repère bien et qu'on fait un saut de 2 éléments vers le gaz noble le plus proche, on obtient le néon. On voit donc bien que l'oxygène cherche à ressembler au gaz noble qui est de 2 colonnes vers la droite. C'est comme s'il gagnait 2 électrons. On peut facilement repérer qu'il va former l'ion O2-. Il fait partie donc de l'avant-dernière colonne avant les gaz nobles. A l'inverse, si je regarde le lithium qui est tout à gauche de la classification périodique, lui il est dans la première colonne, c'est-à-dire, si on essaie de regarder l'ordre des numéros atomiques, c'est la colonne qui est juste après celle des gaz nobles. Donc lorsqu'il va perdre son électron pour ressembler justement au gaz noble plus proche, eh bien soit il peut aller complètement au gaz noble, aller jusqu'au néon en gagnant les 7 électrons, en gravissant les 7 colonnes manquantes, ou alors juste en perdant un électron, il redescend d'une ligne et d'une colonne en adoptant la structure de l'hélium. Mais on voit comment à chaque fois tous les éléments vont chercher à aller vers la structure électronique du gaz noble le plus proche. Voyons comment cela peut expliquer la formation des molécules. Alors, la formation des molécules va avoir aussi un impact dans la structure électronique. Si je reprends l'exemple de notre atome d'oxygène, Z égale 8, qui a donc cette structure électronique que l'on connaît maintenant, S2, 2s2, 2p4, eh bien, on sait que cet atome a besoin de 2 électrons pour avoir une structure stable. C'est son souhait. Maintenant, si je prends un atome d'hydrogène, Z égale 1, de structure électronique 1s1, lui aussi, pour avoir la structure électronique stable, il va chercher à gagner un électron quelque part. Donc on se retrouve avec une situation où on a 2 éléments qui n'ont qu'une seule envie, c'est de gagner un électron. Essayons de voir quelle histoire peut se passer pour que ces 2 éléments forment justement une molécule. Et donc au final, lorsque ces électrons de valence se sont associés pour former des liaisons, on a ce qu'on appelle une liaison covalente. Tout simplement parce que ce sont les électrons de valence qui ont permis aux atomes de se lier. Et ainsi d'avoir pour chacun une structure électronique stable. Regardons maintenant comment on va pouvoir écrire une formule qui s'appelle la formule de Lewis et qui permet de rendre compte de ces liaisons covalentes. Alors, le schéma de Lewis ou la formule de Lewis s'entend de la façon suivante. C'est qu'on va représenter tous les électrons de valence, mais reliés par 2, pour former ce qu'on appelle des doublets. Prenons l'exemple de la molécule d'eau que l'on vient de traiter avec l'atome d'oxygène et ses 6 électrons de valence. On les a comptés, ce sont ceux qui sont sur la couche numéro 2, les 2 de la 2s2, et les 4 de la 2p4. Donc on a les 6 électrons de valence. Chaque atome d'hydrogène apporte lui un électron de valence. Donc chaque petit atome d'hydrogène a son électron de valence autour de lui.
Maintenant, relions 2 à 2 les électrons qui ont permis de former la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène. On a ces deux liaisons-là, ces deux liaisons covalentes. On voit maintenant que tous les électrons de valence de l'oxygène qui sont inutilisés peuvent quand même s'appairer 2 à 2 pour faire ce qu'on appelle des doublets qui sont autour de l'oxygène mais qui n'ont pas servi à faire de liaison. Maintenant, pour représenter correctement le schéma de Lewis, on ne représente pas les électrons, on a uniquement les doublets sans représenter les petits points. Voici donc le schéma ou la formule de Lewis de la molécule d'eau. Dans ce schéma de Lewis, on peut repérer deux types de doublets. Ceux qui ont servi à faire les liaisons, ce sont ceux qu'on va appeler les doublets liants, et ceux qui ne servent pas à faire de liaison, c'est ce qu'on appelle les doublets non liants. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire de schéma de Lewis et de structure électronique, de stabilité, de liaison covalente et de liaison ionique. Surtout, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Puis à la prochaine, ciao!